Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous avions promis que nous commencerions à l'heure. Donc nous commençons à l'heure. Bienvenue, nous sommes ici, vous le savez, à l'invitation du Club des juristes pour parler de cette innovation politique, juridique et peut-être institutionnelle qu'est le grand débat, qui est encore en cours en ce moment. Jusqu'à quelle date, même ça, on ne le sait pas vraiment. Le grand débat, c'était au départ la réponse politique donnée à une crise politique et sociale. C'est une réponse manifestement inédite, en tout cas assez innovante. On peut se poser la question, et on va se la poser, de savoir si cette solution politique peut être davantage qu'une solution politique. Est-ce que ça peut être un instrument du débat démocratique, un instrument pérenne, un instrument à disposition des pouvoirs publics pour revigorer la démocratie, pour la faire vivre différemment, pour apporter des solutions à des problèmes conjoncturels ou au contraire pour s'installer dans nos institutions, dans notre débat public et durer et servir autant qu'il est possible, considérant que dans les démocraties aujourd'hui, les crises sont de plus en plus récurrentes et parfois avec des degrés de violence et de complexité qu'on ne pouvait pas soupçonner il y a encore quelques années. Pour cela, il est important de cerner les aspects juridiques, les aspects organisationnels de ce grand débat. Il est intéressant de vérifier pour nous tous en quoi ce grand débat s'inscrit dans nos institutions, dans notre ordre juridique, en quoi éventuellement il le bouscule, en quoi il le transforme, en quoi il pourrait le transformer et voire le moderniser. Et puis, il est intéressant de prolonger cette discussion, il sera intéressant de prolonger cette discussion en essayant d'anticiper peut-être, si on le peut, avec nos invités, peut-être aussi avec vous, quelques-unes des solutions et des innovations qui pourraient sortir de ce grand débat et qu'il serait peut-être souhaitable d'en voir sortir. Donc au fond, pour résumer, l'idée du grand débat au départ, c'est une question qui constitue par elle-même une réponse politique, celle du pouvoir, à une question qui est posée par la société. Il faut maintenant espérer que du grand débat sortent de bonnes réponses. Ça, c'est l'affaire de tous ceux qui participent à ce grand débat. Ils sont nombreux, vous le savez. C'est aussi l'affaire du pouvoir politique qui en tirera un certain nombre de conséquences. Et pour nous, ce soir, plus modestement, essayons de faire en sorte que ce grand débat soit déjà l'objet d'une série de bonnes questions, peut-être les vôtres, peut-être les miennes, je vais essayer, et puis de bonnes réponses. Ça, je suis sûr que nous avons avec nous ceux qui vont pouvoir nous les donner. Donc avec nous, Guy Canivet, ancien membre du Conseil constitutionnel, premier président honoraire de la Cour de cassation, et qui est, vous le savez, l'un des garants du grand débat, qui ont été désignés, cinq garants pour protéger ces travaux et pour les accompagner. Il nous expliquera sans doute en quoi consiste ce rôle. Bernard Cazeneuve est avec nous. Il est ici à titre principal parce qu'il est, vous le savez, le président du Club des juristes, mais il est aussi ancien Premier ministre, il est aussi avocat à la Cour, chez Auguste et Debouzy, et il a incontestablement un avis autorisé sur toutes ces choses. Camille Broyel, qui est avec nous, qui est professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas, Denis Baranger, qui est également professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas et qui est directeur de l'Institut Michel Villet, et Olivier Duhamel, qui est le président de Sciences Po et qui est le directeur de la revue Pouvoir. Donc je pense qu'à vous cinq, vous allez pouvoir nous éclairer. Et donc pour commencer, pour cadrer ce débat, cette discussion, je vais demander à Guy Canivet de nous présenter, au fond, les données de ce problème que nous pose le grand débat, en espérant qu'il ne fasse pas que poser des problèmes, mais qu'il apporte aussi quelques solutions. Merci au Club des juristes d'avoir pris l'initiative d'organiser cette table ronde qui permet de s'intéresser à un sujet qui n'a pas été très développé jusque-là, c'est de savoir ce que c'est que l'objet juridique de ce grand débat, c'est-à-dire d'aborder la question non pas sous l'angle de la science politique, mais aussi sous l'angle du droit institutionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que d'un point de vue institutionnel ce grand débat? Assez banalement, on peut dire que c'est une initiative du président de la République
mise en œuvre par le gouvernement selon des modalités originales. C'est banal de dire ça, mais ça permet de structurer les choses. Alors, initiative du président de la République. Chacun sait que tout a commencé par une lettre une intervention télévisée du 10 décembre dernier, dans le contexte qu'on connaît, où le président de la République a annoncé qu'un grand débat national se tiendrait du 15 janvier au 15 mars et dont il a donné les principes qui ont été précisés dans une lettre qui a suivi 3 jours plus tard, une lettre aux Françaises et aux Français, où le président de la République décrit les modalités de ce grand débat. Il en donne d'abord le champ, 4 thèmes largement définis, je ne vais pas les répéter, vous les connaissez, déclinés en questions et modulés par un principe d'ouverture, ouverture à n'importe quel sujet concret de nature à améliorer l'existence des personnes au quotidien. Donc une précision dans les thèmes, des questions et une ouverture. Et la lettre du président de la République en définit la nature. Je crois que c'est important. C'est une consultation, dit la lettre, une consultation qui n'est ni une élection ni un référendum. Donc c'est une forme de consultation originale des citoyens. Et le principe de ce débat, les garanties, c'est indépendance et encadré par des garanties de loyauté et de transparence. Voilà les garanties. Enfin, la finalité, ce qui est aussi intéressant de voir, ce débat vise à dégager des propositions des citoyens. Pourquoi ? Qui permettent de structurer l'action du gouvernement et du Parlement et de structurer, ça n'a peut-être pas été beaucoup aperçu, les positions européennes et internationales de la France. Alors on a beaucoup discuté du premier sujet, je ne suis pas sûr qu'on ait jusque-là décidé beaucoup de ces questions européennes et internationales. Enfin, la lettre du président de la République indique des perspectives. Le président de la République prend un engagement de rendre compte directement dans le mois qui suit la restitution. Autrement dit, une intervention directe du président de la République s'adressant lui-même à la nation pour rendre compte du résultat de ce grand débat. Alors, mise en œuvre, une initiative du président de la République mise en œuvre par le gouvernement en 2 phases. Une phase qui a tourné court, on sait, on y reviendra tout à l'heure, lettre de mission adressée à la présidente de la Commission nationale du débat public, et ensuite suivi le 8 janvier suivant par un retrait de la présidente de la Commission nationale du débat public de la mission que lui avait confiée la Commission elle-même dans le cadre de l'acceptation conditionnelle de sa saisine. Je crois qu'on y reviendra. Et cette première phase est terminée par un rapport de la CNDP faisant des recommandations sur la logistique et les principes d'organisation du grand débat, dont une partie a été reprise dans la deuxième phase, c'est-à-dire la prise en main par le gouvernement. Alors cette prise en main par le gouvernement, elle s'est déclinée de 2 manières. D'abord, un communiqué de presse du Premier ministre qui précise les modalités du grand débat, et ensuite des décisions administratives qui mettent ces principes en œuvre. Alors quels sont ces principes d'organisation définis par la communiqué du Premier ministre ? Ce débat est piloté, organisé, garanti, suivi et concerté. Alors piloté par 2 ministres, Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, et Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, organisé par une mission interministérielle spécialement constituée auprès de ces 2 ministres pour organiser et coordonner ce grand débat, garanti par un collège de garants, ils sont ici présents, 5 membres donc désignés, 2 par le Premier ministre, 1 par le président du Sénat, 1 par le président de l'Assemblée nationale et 1 par le président du Conseil économique, social et environnemental. Et on verra tout à l'heure quelle est la mission de ces garants. Ce grand débat est suivi par une commission de suivi composée par des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale que réunit le Premier ministre. Enfin, ce grand débat est coordonné, selon les indications du Premier ministre, coordonné par les conférences que tiennent les ministres en charge du grand débat, dit la recommandation, en fait par le Premier ministre, avec les partenaires sociaux, les acteurs associatifs et les associations d'élus qui sont consultés sur le déroulement de ce grand débat. Voilà donc la structure matérialisée donc par des actes administratifs. D'abord un décret du jour même du communiqué du Premier ministre, 14 janvier, qui fixe la mission
de la mission interministérielle du grand débat. On y reviendra sans doute. En fait, c'est une mission d'organisation et de coordination du grand débat selon des principes de sincérité, d'intelligibilité, de bon déroulement et d'accessibilité du public. Donc une mission, une lettre de mission fixant les pouvoirs et la mission de cette mission du grand débat. Le 15 janvier suivant, une plateforme a été ouverte indiquant les modalités de la consultation des citoyens et permettant de recueillir des contributions individuelles, des contributions collectives et de les restituer au public. Le 21 janvier suivant, le Premier ministre a réuni le Collège des garants, Jean-Paul Bailly, nommé par le Premier ministre, Nadia Bellaoui, nommée par le président du Conseil économique et social, Isabelle Perrotin, nommée par le Premier ministre, et Pascal Perrineau, nommé par le président du Sénat, outre votre serviteur, nommé par le président de l'Assemblée nationale. Le 31 janvier suivant, c'est-à-dire 8 jours après la première convocation, on a un décret a précisé la mission de ce grand débat, de ces garants, dont on viendra peut-être tout à l'heure. Enfin, la suite de cette organisation, le Premier ministre a effectivement réuni et le comité de suivi et les corps intermédiaires dans cette mission de consultation. Un mot pour terminer sur les modalités de ce grand débat, c'est là peut-être que réside l'originalité du système. Modalité qu'on peut décliner en 4 phases, une phase de collecte, une phase de débat, une phase de restitution et une phase de compte-rendu. Alors la phase de collecte qui s'est déroulée du 15 décembre au 15 mars, donc a duré 3 mois, collecte par des cahiers citoyens ouverts dans les mairies, on a eu 16 000, plateforme, contribution individuelle sur la plateforme ou par des lettres individuelles adressées par d'autres manières. Il y a eu 480 000 visiteurs sur la plateforme, collecte aussi par des stands mobiles qui se sont déplacés à la fois dans les gares et dans les bureaux de poste, et par des contributions des groupes d'intérêt qui sont restitués sur le site. Et en dehors de ces contributions individuelles, on a organisé des contributions collectives dans des réunions d'initiatives locales, et il y en a eu plus de 10 000. À cette phase de collecte succède maintenant une phase de débat qui est en cours, qui va se dérouler maintenant et jusqu'à de la mi-mars au début avril. 4 formes de débat, des débats thématiques nationaux, comme il y a eu la semaine dernière, un débat au Conseil économique et social, environnemental et dans les Césaires, dont on a rendu compte le 12 mars dernier, des conférences citoyennes régionales, les premières se sont tenues le week-end dernier, les prochaines le week-end prochain, et enfin un débat au Parlement. Donc, en gros, 4 formes de débat de discussion, en quelque sorte, collective. Enfin, une phase de restitution, qui devrait commencer début avril, où les prestataires qui sont chargés d'examiner les données collectées auprès des citoyens, soit sur la plateforme, soit par toute autre forme, deux prestataires qui vont restituer en quelque sorte, par des moyens dont qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, l'ensemble des données recueillies au cours de cette période. Enfin, une phase de compte-rendu. Cette phase de compte-rendu, c'est ce qu'indique la lettre du président de la République. Le président de la République s'engage à rendre compte du résultat de ce grand débat dans le mois qui suit la phase de restitution. Donc, si la restitution a eu lieu vers la mi-avril, l'intervention du président de la République devrait intervenir dans la première quinzaine du mois de mai. En tout cas, 2 séries de questions se posent après cette présentation sans doute trop schématique, des questions institutionnelles. Comment s'insère ce grand débat dans l'ordre juridique, constitutionnel, administratif, et comment s'insère ce grand débat dans la démocratie? C'est une question politique. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Merci beaucoup. En effet, on voit bien les principales questions se dégager. Pour qu'on aborde la deuxième partie de cette discussion sur les aspects constitutionnels plus proprement dits, avec vous, Denis Baranger et Olivier Duhamel, je voudrais amorcer cette partie de la discussion par une question un peu provocatrice. Au fond, on a bien entendu ce que dit Guy Canivet sur la définition de l'engagement que le président de la République a pris au terme de ce débat, de rendre compte. Mais au fond, est-ce qu'on pourrait imaginer que le président de la République ne tienne aucun compte, finalement, en termes de traduction institutionnelle et politique, de ce qui s'est passé à l'intérieur du grand débat? Est-ce que dans l'absolu, si finalement rien ne l'intéresse,
est-ce qu'il peut se contenter de restituer l'ensemble des travaux sous la forme d'une synthèse qui lui serait propre, et ensuite soit procéder à d'autres types d'initiatives, soit n'en prendre aucune? Est-ce que ça vous paraît possible? Prenez les micros qui sont devant. Eh bien, une question absurde de juriste, ça. Il en fallait une pour commencer. Parce que mais j'en ai d'autres. En droit, la réponse en droit, c'est oui, même s'il y aurait des oiseaux pour faire probablement différentes actions juridiques pour contester son absence de prise en compte. En droit, il est libre de raconter ce qu'il veut. Il n'est pas lié par le contenu de la restitution. Je veux pas. Bon. En politique, ce serait totalement aberrant. Donc c'est une question non seulement de juriste, mais de juriste absurde. Oui, je sais pas si... Oui, je donnerai absolument la même réponse. C'est une consultation. On parle parfois de concertation. Je ne vois même pas où est la concertation. C'est de l'expression politique, le grand débat national. C'est-à-dire, on permet aux citoyens de venir, de parler, de se parler entre eux, de mettre sur la table les éléments de discussion qui leur paraissent pertinents. Je ne vois même pas comment il pourrait y avoir une quelconque conséquence logique de cette grande manifestation d'expression nationale, de ce 1,6 million de contributions sur le site, de ces 16 000 débats locaux en telle ou telle décision du président de la République. Il n'y a pas de lien logique de ces expressions politiques à une quelconque décision. Ça n'a même pas tellement de sens. C'est exactement, c'est un petit peu comme pour le Brexit. On a fait un référendum sur le Brexit en disant qu'il n'aurait pas d'effet contraignant. Là aussi, c'est une manifestation d'expression politique des citoyens. C'est un peu différent, évidemment. Ce n'est pas un référendum. Mais au fond, je ne vois même pas comment pourrait faire M. Macron s'il voulait être totalement fidèle à quelque chose qui ne se prête pas à une telle fidélité. Sur le déclenchement du grand débat proprement dit, est-ce que ça vous paraît être un pouvoir normal du président de la République? Est-ce qu'il était logique, cohérent avec nos institutions, que le président puisse prendre cette initiative de lui-même, de convoquer ce grand débat national? Je pense que le président pouvait faire ce qui lui paraissait bon et même devait prendre une initiative. C'est typique du pouvoir d'arbitrage du président de la République. C'est-à-dire qu'au fond, il ne me semble pas qu'il y ait un point d'accrochage précis de cette compétence présidentielle dans la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura aucun effet normatif de ces consultations. Un référendum, c'est un projet de loi. Ici, il n'y a aucun projet de loi, c'est simplement, encore une fois, de l'expression politique des citoyens. Le président se devait de réagir à la crise des Gilets jaunes, de prendre une initiative. Il a conclu par lui-même, et le Premier ministre aussi, qu'il y avait un problème d'expression politique des citoyens, d'association des citoyens à l'organisation des politiques publiques. Du point de vue constitutionnel, je ne vois ni véritable article dans la Constitution auquel on pourrait accrocher ça commodément, ni véritable problème au fait qu'il n'y en ait pas, si vous voulez. Je pense qu'en réalité, ça fait partie du pouvoir d'arbitrage du président de la République, de la détermination de la politique de la nation par le gouvernement. Petite question qu'on aurait pu se poser, c'est ce qu'il n'aurait pas fallu une loi, mais ça on pourra en reparler, mais je pense que de toute façon le timing ne le permettait pas. Donc dans cette perspective-là, je pense que c'est assez normal, et encore une fois, je ne vois pas de problème normatif évident. Je trouve, moi, c'est une question, disons, de droit et de politique extrêmement pertinente. Mais c'est la dernière fois que je note les questions, mais extrêmement pertinente. Parce que finalement, il n'y a pas de précédent. On ne peut pas faire plus présidentialiste. Et en même temps, c'est une décision démocratique. Donc c'est le summum de la décision présidentialiste démocratique. Et le seul précédent qui y ressemble un peu, c'est le roi convoquant les États généraux. Donc on est bien dans ce paradoxe. Donc c'était bien de... Parce que nous sommes tous tellement imbibés de la culture présidentialiste. Même les vieux, parce que les vieux comme moi, finalement, j'avais 8 ans en 58, donc il n'y a que les très vieux qui sont encore un peu parlementaristes. Mais les autres, on est tous tellement imbibés de cette culture que la question que vient de poser Hervé Gattegno, qui est extrêmement pertinente, en fait, quasiment personne ne se l'est posée. C'est probablement parce que la dimension politique l'a emporté d'emblée. On s'est dit, comme l'a dit Denis Barranger, il fallait forcément une réponse politique. Maintenant, la question qui nous intéresse aussi, c'est de savoir si à partir de cette idée, de cette inspiration présidentielle, est-ce qu'on peut faire un modèle ? Est-ce que ça peut devenir quelque chose qui s'inscrive dans nos institutions ? Donc Denis Barranger répond
Il n'y a pas besoin d'accrocher ça à un article de la Constitution. Ça fait partie des pouvoirs du président. Est-ce que néanmoins, ça pourrait être normé d'une façon qui rende l'instrument plus facilement réutilisable à la demande en cas de besoin? Mais je croyais que c'était pour la 5e partie qu'on parlait de ces choses-là. Non, mais là, à ce stade, on peut très bien aborder cette question. Je pense que ce serait possible. Je pense que le président de la République a ça dans la tête quand on l'écoute bien. Parce qu'à plusieurs reprises, il a des petites phrases qui laissent entendre qu'il faudra trouver une manière de pérenniser. Il y a plein de solutions, on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais on pourrait inscrire dans la Constitution que le président de la République est tenu, une fois l'an, non pas de rendre compte de son mandat, parce que le grand débat, c'est pas un compte-rendu de mandat, c'est pas venir regarder tout ce que j'ai fait, comme je suis bien, etc. C'est une confrontation citoyenne. D'organiser au moins une fois l'an une consultation citoyenne, ça pourrait aussi être étendu aux membres du gouvernement, voire aux parlementaires. En tout cas, on pourrait inscrire ça dans la Constitution pour le président de la République. Et en vérité, ce qu'on a inscrit très laborieusement dans la Constitution, c'est le fait qu'il puisse s'exprimer devant le Congrès, ce qui est un truc extraordinaire, parce qu'en fait, il ne pouvait pas, à cause de décisions prises en 1873 pour des motifs incroyablement conjoncturels, et ça a tenu quasiment un siècle et demi, en tout cas nettement plus d'un siècle. Et bon, j'arrête parce que j'ai promis que je ne serai jamais long, mais il faut savoir que c'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des socialistes ont refusé de voter la révision Sarkozy en 2008. C'est la raison qu'ils ont mis au premier rang. Le fait qu'il y avait une chose considérable dans cette révision qui était par exemple la QPC, il y avait une chose assez dérisoire qui était le fait qu'ils puissent parler au Congrès, c'est ce dont s'est emparé la gauche pour refuser de voter cette révision, moyennant quoi François Hollande ensuite est allé s'exprimer devant le Congrès. Mais si on se place à l'instant du point de vue des citoyens, et pas du point de vue du sérail, il est évident que pour les citoyens, une confrontation une fois l'an du président de la République avec des citoyens, aurait beaucoup, beaucoup plus d'impact que le fait que le président de la République aille s'exprimer à Versailles, comme l'ont fait Sarkozy, Hollande et Macron, sans que quasiment 95%, alors que 95% des Français n'en ont aucun souvenir, sauf d'échéance de nationalité, bien entendu. Il faut déjà voir une chose, c'est que si dans 15 jours, dans 2 mois, dans 6 mois, cette crise des Gilets jaunes est une véritable catastrophe nationale, s'il n'y a pas de débouché politique, si c'est un échec immense pour le président de la République, qu'aura été ce grand débat national, une sorte de gadget, on n'en parlera plus, ce sera fini. Bien. Deuxièmement, je pense qu'il faut distinguer le grand débat national lui-même de l'intervention du président, la grande bourtereau, le président au village, si je puis dire. Parce que c'est deux choses différentes. Le grand débat national, c'est-à-dire qu'il y a une expression politique des citoyens au niveau horizontal, ça je pense que ça fait partie du paysage, qu'il y aura d'autres manières de le faire et de le réaliser. C'est devenu une nécessité de nos démocraties participatives. Le président qui parle directement aux citoyens, je pense que c'est une autre affaire. M. Macron a très très bien réussi cette séquence-là pour le moment parce qu'il a un talent naturel pour le faire. Est-ce qu'il voudra continuer à le faire peut-être? Est-ce que ses successeurs voudront le faire ou non? Je ne sais pas, mais je pense que c'est deux choses différentes. En réalité, le grand débat national doit pouvoir se passer de président de la République. Je ne pense pas que le président puisse se passer d'une relation directe avec les citoyens. Oui. Incontestablement, ça a alimenté une certaine confusion, en tout cas dans la lecture par les citoyens, de ce qui se passe dans le grand débat. Beaucoup de gens ont eu tendance, et c'est en partie la faute des médias, je suis un peu obligé de le reconnaître, beaucoup de gens ont eu tendance, et ont encore tendance en ce moment, à croire que le grand débat, c'est pour l'essentiel une série de conversations entre le président de la République et des groupes de citoyens, alors tantôt des élus, hier des intellectuels, demain peut-être des commerçants ou je ne sais quelle corporation. Et c'est vrai que ça parasite un peu la vision qu'on peut avoir de ce qu'est en réalité le grand débat. En fait, si je peux me permettre, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de paradoxal, il y a une sorte de dilemme. Plus on imposerait à l'exécutif de respecter les exigences d'un débat rationnel telles qu'elles ont été posées par la Commission nationale du débat public, d'impartialité, de transparence, de synthèse correcte des informations, etc. Moins c'est intéressant pour le président. C'est-à-dire, au fond, il est obligé de violer systématiquement les principes en question pour que, pour lui, il y ait un résultat politique pertinent. Et inversement, donc il y a une situation de dilemme pour lui.
Je pense qu'en fait, ce n'est pas du tout intéressant pour lui que ce soit impartial, que ce soit transparent. C'est intéressant pour lui d'être le showman qu'il est et de regagner dans l'opinion le terrain qu'il a perdu avec la crise des Gilets jaunes. C'est pourquoi, quand vous disiez en commençant que ça relevait incontestablement de ses pouvoirs d'arbitrage, je pensais que ça allait faire bondir Olivier Duhamel, parce qu'au fond, c'est une conception un peu monarchique de son pouvoir d'arbitrage à des fins qui sont extrêmement politiques. Alors, ça a fait bondir déjà Olivier Duhamel, mais... il a bondi discrètement, en fait. Mais de surcroît, je ne suis pas si certain, parce que qu'est-ce que nous avons comme régime politique? Nous avons un régime parlementaire surdéterminé par du présidentialisme. Et on a, depuis le général de Gaulle, un président de la République qui a besoin d'un lien aussi direct que possible avec la nation. Or, depuis des tas et des tas de quinquennats et de septennats, ce lien direct, il s'est dissous et maintenant, il n'existe quasiment plus. Donc cette initiative de la part du président, on peut la voir à court terme ou conjoncturellement comme quelque chose de politique, comme un bon coup. Mais d'un point de vue structurel, c'est défendable parce qu'un président de la République de la 5e, pour rester en 5e, type 1958, a besoin d'un lien avec la nation, il a besoin d'initiatives pour restaurer ce lien quand il est dissous, comme il l'est largement. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une question ou plusieurs questions qui sont posées sur le rôle spécifique joué par le gouvernement dans cette affaire, notamment les deux ministres que Guy Canivet a cités, qui sont un peu les chevilles ouvrières de ce débat? Est-ce que ça vous paraît poser des questions d'ordre institutionnel, ou est-ce que vous trouvez que là aussi c'est normal, le gouvernement est à son affaire? Non, le gouvernement, là, il a exécuté la volonté du président. On le voit dans la lettre du Premier ministre à Mme Joanneau, la présidente de la CNDP. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui prend en charge l'initiative. Il dit le gouvernement a pris en charge l'initiative de ce grand débat national. Je ne sais pas, pour tout vous dire, là c'est vraiment une appréciation purement subjective de ma part, mais si c'était la meilleure idée de désigner deux ministres comme responsables, d'avoir une mission interministérielle, là, l'élément de parasitage par l'exécutif, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de plus réussi. Il y avait quand même, je pense qu'il y a un énorme souci actuellement pour le gouvernement, c'est qu'il n'est pas protégé par son immense majorité LREM à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'au fond, le fait majoritaire existe, et plus il existe, plus il dysfonctionne. C'est-à-dire on a une des meilleures majorités depuis extrêmement longtemps pour un président, plus de 300 députés, c'est censé protéger. C'est censé faire meilleur dans le sens quantitatif. Quantitatif, oui. Non, justement, c'est la meilleure quantitativement, mais du point de vue de la fonction politique, le fait majoritaire, là, il ne marche pas si bien parce que les députés sont atones, que la fonction de représentation de l'opinion publique de l'Assemblée nationale est inexistante et qu'en réalité, l'action politique et le débat politique s'est déplacé au Sénat. Donc en fait, c'est assez intéressant. Les députés LREM ne protègent pas leur président, ne le soutiennent pas efficacement, et le gouvernement se retrouve un petit peu seul, un petit peu nu. Je ne dirais pas que le roi est nu, mais le gouvernement est face à une opinion qui n'a pas confiance en lui. Et tout repose sur la personnalité du président, en réalité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le président qui réussit ou c'est le président qui échoue. Je ne pense pas qu'on attribuera le résultat de ce processus-là au gouvernement ou au Premier ministre. Mais ça, c'est de la pure appréciation politique de ma part. Olivier Duhamel, est-ce qu'il aurait fallu y associer l'opposition, par exemple, à l'organisation de ce grand débat ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais tu m'as dit avant qu'il ne fallait pas que j'intervienne trop. On a encore 2 minutes, ne vous inquiétez pas. L'opposition, elle a, à l'exception de la France insoumise, elle a joué le jeu. Relativement, elle a dit qu'elle acceptait de participer au débat et qu'elle a donné ses appréciations. Ce que j'ignore, mais des gens qui suivent ça de plus près que moi, peut-être Guy Canivet pourrait nous en dire quelques mots. Vous nous avez parlé tout à l'heure dans le suivi d'une commission du suivi avec les représentants des formations politiques à l'Assemblée nationale. Alors, ce suivi a été tellement intense et spectaculaire que je n'ai pas la moindre idée de savoir si ça s'est déroulé ou pas. Et si vous pouviez nous éclairer un peu. Le comité de suivi s'est réuni 2 fois. Une fois début février, une fois début mars. Et il y a eu un débat avec pratiquement tous les représentants des groupes parlementaires qui se sont exprimés. Et dans cette expression, comme vous le dites, on n'a pas eu d'opposition au grand débat. Tous, non pas se sont appropriés le grand débat, mais on dit qu'ils y participeraient, à 2 exceptions près. Ce qu'il faut dire, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un groupe parlementaire qui a envoyé un gilet jaune pour se faire représenter, une dame qui est venue raconter sa propre opposition pour le... C'était quel groupe? C'est le groupe de Philippot qui s'appelle les Patriotes, je crois. Alors, il y a un contraste entre le discours médiatique de l'opposition sur le grand débat,
qui peut se résumer à un mot répété de façon comme une scie, enfumage, enfumage, enfumage. Le même mot employé d'ailleurs des deux côtés ou des deux extrêmes de l'opposition. Le mot enfumage, c'est vraiment le... Et le fait que par ailleurs, il disait, mais nous participerons au grand débat, nous présenterons nos propositions. Donc participer à un enfumage, c'est un peu un oxymore. Il y a un peu d'enfumage de la part de l'opposition aussi sur cette question. Mais bon, c'est pas complètement une surprise, on va dire. Je me tourne vers Camille Broyel. C'est à vous qu'il revient de nous aider à mieux cerner l'approche réglementaire de cette question, c'est-à-dire quels sont les textes réglementaires qui encadrent le fonctionnement de ce grand débat et quels incidents, quelles questions ça peut éventuellement susciter. Oui, l'échafaudage administratif, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que l'image, la perception est politique, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a commencé avec la vision du droit constitutionnel des politistes, mais en réalité, le président bénéficie d'une assise de droit administratif, et les fondements légaux de son action, de ce grand débat, ils ne sont pas à chercher dans la Constitution ou dans ce que la Constitution ne disant pas interdit. Elle ne prévoit que les référendums, donc pas de consultation de ce type. Les fondements, ils sont des fondements de droit commun, de droit administratif, et ils sont assez stables. C'est qu'une autorité administrative, et le président même, quel que soit l'impact politique, et il est considérable de ce grand débat, il est une autorité administrative. Et là, les autorités administratives, ça inclut le président, ça inclut le gouvernement, évidemment, ont la possibilité de se livrer à des consultations, même si les textes ne le prévoient pas. Elles peuvent mettre en place des consultations totalement facultatives. Ça ne signifie pas pour autant qu'elles sont placées en dehors du droit et qu'elles peuvent faire n'importe quoi. Il y a une jurisprudence, le droit est assez clair, même si il est fait empreint d'une grande souplesse sur cette question. C'est pas totalement hors du droit, c'est même pas du tout hors du droit, c'est-à-dire que notamment les règles qu'elle s'impose en lançant ces consultations facultatives, l'autorité administrative doit les respecter. Et puis il y a des exigences de sincérité, etc., qui sont posées. Donc là, c'est impeccable. La machinerie, elle est sans faille. Moi, je trouve, c'est-à-dire que le message, la perception est politique, c'est presque un référendum, et en réalité, c'est une banale procédure facultative de consultation que n'importe quel organisme peut mettre en place depuis longtemps. D'ailleurs, ça déjà, on parle beaucoup de la nouveauté de la chose, mais le Grenelle, c'est ça. Les États généraux de la santé, c'est ça. La procédure, il y a eu aussi un grand débat dans les années 80, pour la réforme des télécommunications, très large pendant 6 mois avec les usagers qui avaient été... Ça s'est déjà fait. Là, ça a une ampleur inédite parce que c'est tout le monde avec des sujets transversaux. Mais bon, ce sont des choses qui sont quand même très éprouvées en droit administratif. J'ajoute quelque chose. Tout à l'heure, vous disiez que juridiquement, évidemment, le président de la République n'est pas tenu de suivre, de se plier au résultat du grand débat. C'est pire que ça. Juridiquement, il ne doit pas être lié par les résultats du grand débat. Et s'il se lie en disant les résultats qu'ont sorti l'algorithme, ce sont cela, donc je prends telle décision, alors là, un bon petit recours en annulation et qui gagnera, qui sera un succès. Qui pourrait le faire, ce recours? Qui aurait qualité à agir en ce sens? Là, je pense un peu tout le monde. N'importe quel citoyen? La qualité d'électeur... Enfin, non, électeur, non, là, c'est pas électeur, justement. Est-ce que... je pense quand même que l'intérêt, là, il serait très, très largement tendu. Sinon, on créerait une association juste pour ça. Guy Canivet, vous avez un avis sur la question? Spéculation, parce qu'il faudrait imaginer qu'il y ait une proposition de loi qui soit votée et qu'on attaque la constitutionnalité de cette loi devant le Conseil constitutionnel.
en soutenant que cette loi, c'est la conséquence d'un engagement du président de la République. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Moi, je pensais à l'échelon en dessous. J'imaginais que sortent du grand débat des décisions administratives et que ce soit ces décisions qui soient attaquées. Parce qu'après, effectivement, projet de loi, on ne peut pas l'attaquer. La question serait de démontrer que c'est la conséquence du renoncement du président de la République à exercer son pouvoir et en se liant en quelque sorte à... Oui, mais enfin, il faudrait qu'il ait été très maladroit pour exprimer qu'il a été lié. Impossible. Non, c'est la jurisprudence qu'on voit en termes constitutionnels quand le Parlement s'engage à, etc. Donc, mais le rattachement est, à mon avis, compliqué. Bernard Cazeneuve. J'aurais bien entendu beaucoup de choses à dire sur tout ce qui a été dit, sur les conditions dans lesquelles ce débat a été engagé, sur les objectifs politiques qu'il poursuivait, sur le cadre légal dans lequel il a été construit. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en parler à la fin du débat. Je voudrais juste poser une question pour prolonger la réflexion sur le problème de droit soulevé à l'instant. Et même si le président de la République prend avec le gouvernement des dispositions de caractère réglementaire, non législative, qui sont des dispositions qui, inspirées par les conclusions du grand débat, rentrent dans le cadre de ce que le gouvernement peut faire, compte tenu de ce que sont les moyens constitutionnels dont il dispose. Je ne vois pas en vertu de quoi la décision prise par le gouvernement au titre de l'exercice de son pouvoir réglementaire, après qu'un débat ait eu lieu, qui a inspiré les dispositions prises par le gouvernement, pourrait de quelque manière que ce soit être attaquée par des citoyens devant des juridictions. Ou alors quelque chose m'échappe en moi, ce qui est possible, mais je ne vois pas au nom de quoi il pourrait l'être. Ça, c'est un premier élément. En revanche, il y a un deuxième élément qui est plus politique, moins juridique, qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une démocratie représentative. Et que dans une démocratie représentative, ce que le pouvoir politique décide, avec ses représentants et leur concours, est dicté soit par des éléments programmatiques décidés par lui librement et souverainement, après que le peuple souverain lui a donné la légitimité pour le faire, et en aucun cas, les parlementaires ne légifèrent en raison d'un mandat qu'ils ont reçu du peuple de faire ceci ou cela. C'est un pouvoir général de représenter le peuple qui permet d'eux, mais on n'est pas dans un régime de mandat impératif. Donc ce qui, à mon avis, poserait problème, si nous nous trouvions dans une configuration où, au terme du grand débat, sur des sujets politiquement extrêmement sensibles, parce que s'il faisait l'objet de décisions, il pourrait dénaturer le caractère représentatif du régime et donner le sentiment que, pour faire face au populisme de la rue, on est entré dans une forme de technopopulisme d'État qui préempte la pensée de la rue pour la traduire en ordre. De ce point de vue-là, je dois le dire, je suis extrêmement préoccupé de voir un certain nombre de revendications qui sont exprimées à l'occasion d'émissions de télévision par des citoyens qui sont d'ailleurs légitimes à le faire, mais qui posent, en le faisant, des problèmes de relations de la République elle-même. Je pense que cette hostilité à l'égard du Parlement, cette idée que moins les parlementaires sont nombreux, plus ils sont efficaces, que la République, lorsqu'elle protège ceux qui ont exercé des responsabilités, leur consent un avantage alors qu'elle ne fait rien d'autre que d'assurer la protection de ceux qui ont pris des risques au moment où la République se trouvait exposée. Et si l'État se trouve atteint à travers la capacité, dans un contexte de violence extrême, par ailleurs, qui se manifeste tous les samedis, de porter atteinte physiquement à ceux qui, à un moment donné, ont incarné l'État ou qui l'incarnent encore, je ne sais pas ce qui reste de l'autorité de l'État et de la capacité de l'incarner après que cette démonstration a été faite. Bon. Donc, pour moi, il y a deux questions. Première question, par rapport au sujet que vous avez évoqué, que je trouve très intéressant. C'est en vertu de quoi une décision réglementaire prise par le président de la République en vertu de ce que sont les pouvoirs réglementaires concédés au gouvernement ou à l'exécutif par la Constitution pourrait être remis en cause sous prétexte qu'il serait inspiré par les conclusions du débat public. Et il y a un deuxième problème politique. Qu'est-ce que l'on fait si la volonté, au terme d'une crise sérieuse qui a conduit le président de la République à prendre une initiative qui est celle du grand débat, on en arrive à une forme d'instillation de l'esprit du mandat impératif dans les institutions représentatives qui conduit ceux qui signent des textes à les signer
sous la pression de ceux qui, à un moment donné... Bon, ça, c'est un problème politique de fond. Donc, moi, j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment sur ce sujet. J'ai bien entendu le mien, mais je ne vais pas trop donner mon sentiment ce soir, parce que c'est le club des juristes qui organise tout ça, et comme j'en suis l'un des responsables, je ne veux pas trop donner mon sentiment, mais essayer de contribuer à faire avancer le débat. Mais ne déduisez pas du fait que je ne m'exprime pas sur le fond, que je n'ai rien à dire sur le fond. Je voulais simplement prendre cette précaution. Si je m'exprime sur le fond comme des journalistes, on voit très bien ce qui va se passer après. Et si je ne dis rien, il pourrait y avoir d'autres réactions. Il n'a rien à dire, les deux versions sont fausses. Faites-moi simplement le crédit. Alors, votre question est... J'aimerais bien comprendre votre question. C'est en vertu de quoi? C'est-à-dire, est-ce que les décisions qui pourraient résulter de ce grand débat pourraient être juridiquement fragiles, ou est-ce qu'il y aurait un intérêt à les contester? Non, je pense qu'elles ne sont pas du tout juridiquement fragiles. Non, moi non plus. Hein. Mais comme vous avez évoqué, peut-être ai-je mal compris ce que vous avez dit tout à l'heure, comme vous avez évoqué la possibilité pour des citoyens de saisir des juridictions si des décisions réglementaires issues du grand débat venaient d'être prises, je cherchais le motif en droit qui pourrait légitimer cette saisine de la part des citoyens de juridiction. Mais peut-être n'ai-je pas compris... Mais ce n'est pas seulement l'accès au juge, vous voulez dire sur quoi il pourrait se fonder? Exactement. Oui, mais moi, là, je vais avoir du mal à vous répondre, parce que je pense que les fondements réglementaires sont légaux, ne posent pas de difficulté. Si maintenant on essaie d'imaginer, et un recours a été exercé, un référé suspension qui donc a été assorti d'une demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission nationale du débat public a accepté en décembre 2018 la mission que lui avait demandé le Premier ministre d'organiser les modalités du grand débat. Un recours a été exercé contre cette décision au motif que... d'une part, que ce recours contestait la présidence que validait cette décision de cette mission, donc que prenait en charge la Commission nationale du débat public, hein, que ce n'est pas le grand débat, la Commission nationale du débat public, c'est une commission qui a été instituée en 1995 pour s'occuper des questions environnementales. Et qui, dans son recours, était critiqué aussi la compétence de la Commission nationale du débat public, et l'argument était de dire cette Commission nationale du débat public, elle est chargée, elle doit être consultée pour des questions relatives à l'aménagement et à l'environnement. Là, ce sont des questions transversales qui lui sont confiées, et donc ça ne relève pas de sa mission consultative. Et un recours a été exercé. Alors, en référé, il a été rejeté pour défaut d'urgence, car au jour où le Conseil d'État s'est prononcé, la Commission nationale du débat public avait achevé sa mission. Donc il n'y avait plus d'urgence à suspendre. Mais peut-être que le recours au fond est toujours pendant. Oui, ça a permis de ne pas répondre à la question en réalité. Non, mais si vous permettez, moi, j'ai compris, ça n'a aucun rapport, excusez-moi. Enfin, je ne vois pas le rapport. Ce que j'ai compris, ce que vous aviez dit tout à l'heure, est la même chose que ce qu'a compris Bernard Cazeneuve, et qui, dans ma tête, m'a fait sursauter. J'ai demandé une explication en aparté, mais nous avons compris que vous disiez que si le président de la République, ne vous liguez pas, s'il vous plaît. Que si le président de la République prenait des décisions d'application stricte de demandes formulées dans le grand débat, ce serait contestable en droit. Oui, ça c'est Et ça, en tout cas Bernard Cazeneuve et moi, je ne le comprends pas et je ne vois pas en quoi et comment. Là, on parle d'autre chose. On dit, est-ce que c'est... Non, mais de toute façon, on imagine des choses qui ne se produiront pas. Jamais le Conseil d'État ne va annuler la procédure du grand débat. Si ça ne se produira pas, on peut ne pas être trop long, mais expliquez-nous quand même par quel miracle de votre imagination... Imaginons que le président dise « Je m'engage publiquement, quels que soient les résultats qui sortent des algorithmes, à prendre la décision qui sortira de la machine. Oui. » Et s'il la prend, c'est une illégalité. Parce qu'il s'estime lié, il transforme un pouvoir discrétionnaire en une compétence liée. Et un juge accuserait le président de la République? Parce que vous parlez tous du mandat impératif. Le mandat impératif dans la Constitution... Il l'accuserait pas, mais vous... Il est où le mandat impératif dans l'interdiction du mandat impératif? Il est sous l'article 27, qui ne concerne que le parlementaire. Et d'un.
Le président de la République, il fait des semi-mandats impératifs à tour de bras. À chaque fois qu'il dit « j'ai pris l'engagement dans ma campagne, je le fais »,« j'ai pris l'engagement dans ma campagne, je le fais », il fait du mandat impératif. Donc on ne peut avoir du mandat impératif en droit aujourd'hui en France, de l'interdiction du mandat impératif, qu'une conception extrêmement stricte. Sinon, il faudrait poursuivre le président de la République tous les 3 jours. Là, c'est sur un autre champ. C'est-à-dire que c'est tout simplement le fait qu'une autorité ne peut pas dire « les textes me permettent d'avoir un choix et moi, cette liberté que les textes m'attribuent, j'y renonce et je me sens lié par telle et telle donnée extérieure ». Ça, c'est illégal. Alors, pour sortir de cette impasse, parce que je crois que... Non, c'est pas une impasse, j'ai raison. Sortira pas, Vous avez raison, sauf que le Conseil d'État vous donnerait jamais raison. Mais si. Mais non. Moi, je vous propose d'étudier une autre question qui a été posée dans le débat public depuis le début du grand débat. C'est la question de la frontière entre ce qui relèverait de la propagande politique, gouvernementale, exécutive, et ce qui relève du grand débat à travers notamment les interventions du président et aussi d'autres représentants de la majorité du gouvernement. Est-ce qu'il y a un risque juridique? Est-ce qu'il peut y avoir une contestation? On a parlé de la question du financement. Est-ce que à terme, le juge peut considérer qu'une partie des dépenses qui ont été engagées dans le cadre du grand débat peuvent être considérées comme des dépenses à caractère électoral? Et de même, la question des temps de parole devant le CSA a également été évoquée. Est-ce que vous considérez, vous, que là, il y a un risque de conflit potentiel ou de litige dans le fonctionnement du grand débat? Oui, il y a toute une série de décisions périphériques. Je pense aussi au traitement par l'algorithme des résultats. Je pense aussi, parce que tout ce dispositif nécessite des prestataires, les marchés publics, tout ça. Là, il y a des vraies questions. Il y a plein de petits contentieux qui peuvent se nouer. Il y a aussi effectivement la question de la Commission nationale des comptes de campagne. Est-ce que le CSA a indiqué que le temps de parole du président serait compté selon les règles qui sont énoncées depuis 2009, selon lesquelles le temps de parole du président est compté au titre du pluralisme, enfin du décompte de l'expression des courants politiques que fait le CSA. Donc, bien sûr, là, oui, il y a je ne sais pas s'il y a des contentieux, mais il y aura des relevés de factures. Qui paie quoi? Est-ce que c'est le parti? Est-ce que l'État? Est-ce que c'est l'État? Les garants, je ne sais pas par qui ils sont rémunérés. Est-ce qu'ils sont indemnisés, plutôt? Pour les comptes, oui, il y aura des redistributions à faire, oui. Je peux dire un tout petit mot sur les temps de parole. Là, on atteint quand même... Moi, depuis toujours, je suis contre ce système des temps de parole. Je trouve que c'est une conception totalement ridicule de la chronodémocratie qui n'existe que dans très peu de pays, qui reproduit l'illusion des hommes politiques, comme quoi quand ils passent à la télévision c'est bon pour eux, alors que 2 fois sur 3 c'est mauvais, et il faudrait les compter au profit de leur adversaire déjà. Et là, donc déjà, ce serait plus logique de le compter au profit de leurs adversaires. Mais là, on touche le sommet, parce qu'il y a un temps de parole qu'on ne va pas compter. Le temps de parole dominant depuis 4 mois dans notre pays, ce sont les gilets jaunes sur les plateaux de télévision. Donc on va faire un décompte de temps de parole complètement ridicule sur les politiques qui n'a aucune espèce d'importance, et on ne va pas compter, alors qu'on devrait compter, si on voulait vraiment, dans cette logique ridicule de la chronodémocratie, il faudrait compter le temps de parole des gilets jaunes comme un temps de parole d'opposition, puisque leur parole a été exclusivement d'opposition. Donc c'est tellement... On est au sommet de la stupidité, puisque même la chose élémentairement intelligente, on n'est pas capable de la faire parce que les textes ne le prévoient pas. Oui, je voudrais revenir sur le second volet de la question de M. Cazeneuve. Je trouve quand même que le danger ne me paraît pas être là, et je vais vous dire pourquoi. C'est une consultation, ce grand débat national. C'est du gouvernement d'opinion 2.0. Il y a un pas de l'expression de l'opinion à la délibération. Je vois nulle délibération dans le grand débat national. Et il y a un second pas encore plus grand de la délibération à la décision politique. Le grand déficit des Gilets jaunes, c'était un déficit d'incarnation. Ils prétendent être le peuple, or en régime de souveraineté nationale, personne ne peut prétendre être le peuple. Face à eux, le président de la République et le pouvoir en général, les institutions, n'ont pas un déficit d'incarnation, mais un déficit de représentation. Qu'est-ce que c'est que la représentation? C'est pas être représentatif, c'est décider.
c'est faire la loi, c'est prendre la décision politique. Aucun des résultats quelconques de toutes les consultations du grand débat national ne produira la moindre décision politique qui puisse, d'une manière ou d'une autre, être convertible. Je pense même que c'est un des dangers en réalité, parce que le problème qu'ont jeté les Gilets jaunes dans la politique française, c'est le problème de l'impressionnisme, pour ne pas dire du chaos. C'est-à-dire qu'au fond, ils ne savent pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. J'avais parlé avec un sénateur qui m'avait dit, un dimanche matin à 7h, je suis sorti de ma maison, il y avait 30 gilets jaunes, j'ai eu un petit peu peur, et puis au bout d'un moment, j'ai eu moins peur parce qu'ils se sont tapés dessus les uns sur les autres. Et c'est ça le problème des gilets jaunes, c'est qu'il n'en procède aucun projet, aucune plateforme politique, aucune politique pour le pays. La consultation, le grand débat national, je pense que ce serait une illusion d'imaginer qu'il en procède une politique ou une décision, etc. Je pense que ça va rester impressionniste, ça va rester atomiste. Et au fond, ce sera facile et normal pour le président de la République d'aller prendre une des choses qui aura été dite et de dire ça a été dit dans le grand débat national, voilà ma politique. Le danger n'est pas que la consultation ait un effet de contrainte sur la décision politique, comme on a joué à penser que ça pouvait être le cas parce que c'était intéressant de faire un jeu, de faire une fiction juridique. Le danger, c'est le contraire. Le danger, c'est que de cette consultation, il résulte des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions et des millions de propositions qui vont dans tous les sens. Et juste un petit mot qui va un peu dans le même esprit, c'est que, et ça c'est par rapport à la discussion de tout à l'heure, je ne sais pas si le général de Gaulle va se retourner dans sa tombe, mais à mon avis, il pourrait se retourner dans sa tombe pour applaudir, parce que si vous vouliez inventer abstraitement un dispositif pour éliminer les partis politiques du débat national, le grand débat national est le truc le plus adapté du monde. La fonction des partis, c'est de structurer la proposition politique et l'offre politique. Avec le grand débat national, vous la déstructurez au maximum. Donc en réalité, moi c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est pas le danger, c'est pas le danger de mandat impératif. Oui. J'évoquais ce sujet non pas parce que je m'en inquiète. J'évoquais ce sujet parce qu'il était induit par l'incompréhension que j'avais eue du propos que vous aviez tenu. Ce qui m'inquiète d'ailleurs, ce n'est pas les conséquences du grand débat ou les déductions qu'on pourrait en faire. Ce qui m'inquiète, c'est l'état du pays. Et si l'on veut juger le grand débat en fonction de ce qu'il est intrinsèquement, il faut tous que nous le jugions dans cette salle à partir de considérations politiques autant qu'à partir de considérations juridiques, et notamment à partir des objectifs que ceux qui l'ont initié se sont assignés à eux-mêmes en l'initiant. C'est à partir de ces critères-là qu'on doit juger de ce qu'est le grand débat. Et le grand débat a été initié par l'exécutif pour des raisons que l'on comprend très bien et qui sont d'ailleurs tout à fait nobles et louables. L'exécutif est confronté à une crise politique majeure. Il veut reprendre politiquement la main. Il décide de le faire en trouvant, par le grand débat, un truchement qui lui permet de recréer les conditions d'un dialogue avec les citoyens à un moment où il semble avoir perdu le fil de ce dialogue, pour faire en sorte que ce dialogue n'apparaisse pas et ce grand débat comme venu de nulle part et déconnecté de toutes les règles qui président au fonctionnement de l'administration lorsqu'elle fonctionne bien. On met en place tout le dispositif très méthodique que vous avez décrit et qui donne un cadre à tout cela. Ça n'est pas choquant, c'est assez normal. Et ensuite, bien entendu, il est attendu de ce grand débat, c'est le président de la République lui-même qui l'a indiqué, ce n'est pas une invention de ceux qui sont dans cette salle, qu'il fournira un certain nombre de sujets à partir desquels on bâtira ou réorientera des politiques publiques, parce que le grand débat n'a pas vocation à servir à rien, que l'exécutif dit ne pas mépriser ceux qu'il a mobilisés pour dialoguer avec eux et qu'il tiendra grand compte de ce qu'il leur a dit. Bon, donc, le véritable sujet, c'est de savoir ce qui sortira de ce grand débat après qu'il aura fait connaître son clap de fin. Bon. Et est-ce qu'il y aura derrière... Bon. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet de ce qu'est la mécanique. Je suis inquiet de l'état du pays. Et je suis inquiet de ce qui pourrait revêtir une dimension déceptive après que le grand débat aura été terminé, si le grand débat n'aboutit pas à délivrer les objectifs que ceux qui l'ont initié se sont assignés eux-mêmes. Je pense que si on se place d'un point de vue politique et du point de vue du fonctionnement des institutions, c'est là qu'est le sujet. Et puis il y a un deuxième sujet qui a été évoqué par vous à l'instant
lorsque vous avez convoqué la mémoire du général de Gaulle, c'est que ce grand débat se fait quand même maintenant dans la disparition, ou plutôt dans l'absence totale de toutes les structures qui ont présidé au dialogue républicain depuis le début de la Ve République. Les partis sont absents, les organisations syndicales, pour les plus raisonnables d'entre elles, essaient d'entrer dans ce grand débat mais n'y parviennent pas. Le Parlement, il y a un comité de suivi, mais il y aura bien un moment où il devra se réemparer des conclusions de ce grand débat, parce que le Parlement reste quand même dans les institutions. À la fin, c'est prévu ça. Oui, donc c'est à ce moment-là qu'on verra quel est le deuxième sujet, par-delà l'adéquation entre les objectifs et le résultat, si ce grand débat a permis un processus de revitalisation démocratique ou pas, ou si ce grand débat a été simplement l'occasion d'une performance très brillante, et qu'il faut saluer pour son efficacité, son intelligence du chef de l'État dans un régime très présidentiel, mais dans l'effacement de tout le reste, ou au contraire s'il aura été, grâce à cette intelligence, un processus de revitalisation de tout le reste. Donc vous n'êtes pas complètement en désaccord, en fait, je crois. Non, mais sur le dos du général de Gaulle, vous êtes... Je suis un peu en désaccord. C'est-à-dire que je pense que il ne faut pas confondre la cause et la conséquence, quand même. L'absence des partis, la faiblesse des syndicats, le fait qu'émerge un mouvement politique totalement inédit de façon absolument sans précédent, etc. C'est ça qui est l'origine du grand débat. Quand vous avez une crise sociale importante, soit vous trouvez une solution en donnant satisfaction à une partie des revendications, ça s'arrête, ou en retirant le texte sur le CPE, tout en promulguant et en suspendant, et donc en le retirant, et ça s'arrête, très bien. Mais quand ça ne s'arrête pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'obligation de faire une réponse sociale, c'est ce qui s'est passé avec Credel en mai 68, et vous avez l'obligation de faire une réponse politique. Aucune des réponses politiques ne pouvait marcher. Sauf les réponses politiques traditionnelles, c'est-à-dire dissolution, ça provoquait quoi? Ça provoquait soit une chambre ingouvernable, soit l'opposition et la cohabitation. Mais en aucun cas, le président gardait sa majorité. Donc, ça lui faisait perdre le pouvoir. Référendum, il le perdait, et dans la logique et l'effervescence populaire, il était obligé de démissionner. Donc, les solutions institutionnelles classiques de la Ve République conduisaient le président de la République à quitter le pouvoir, d'une façon ou d'une autre. Donc, il a bien fallu, si on se met dans sa logique, qu'il invente autre chose. Et sur cette invention-là, maintenant, si on passe aux conséquences, je pense qu'il faut distinguer deux moments. Il faut distinguer qu'est-ce qu'il va proposer sortant du grand débat. Et là, quand vous dites on ne peut pas passer de la consultation à la décision, c'est rien, c'est du chaos, c'est du 2.0, vous forcez un petit peu le trait quand même. Parce que supposons que, je ne sais pas moi, ils prennent la décision de créer une tranche d'imposition à 50%, et puis une deuxième ou une troisième mesure qui sont dans l'esprit des choses qui ont été demandées. S'ils prennent une mesure de justice fiscale et rétablissement de l'indexation des retraites, prenons ces deux exemples-là, on pourra dire, ce qui est sorti massivement du grand débat, c'est une exigence de justice sociale, une exigence de pouvoir d'achat. Il a répondu, au moins partiellement, à ces deux exigences par des mesures immédiates. Donc il y a bien un lien, donc c'est pas absolument rien. Puis alors après, il y a la deuxième question, mais je ne vais pas la poser tout de suite, sinon on n'en sortira pas, qui est celle de comment est-ce qu'on peut, après, revenir à ce qu'on disait au début, institutionnaliser des formes de participation citoyenne à insérer dans la démocratie représentative pour sortir de la crise très très profonde de la démocratie dont on parle depuis 10 ans, mais face à laquelle on ne fait rien. Alors ça, on va en effet y venir. Juste avant de ça, je voudrais profiter de la présence de Guy Canivet pour qu'il nous explique de l'intérieur en quoi consiste le rôle des garants. Comment est-ce que vous travaillez pour apporter cette garantie qui vous a été demandée? Qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que vous allez faire, puisque au terme de tous ces travaux, vous êtes censé rendre un rapport et qu'on a déjà entendu publiquement filtrer un certain nombre de critiques portées par les garants contre le fonctionnement du grand débat. Là, maintenant, pour le coup, on peut être précis et concret. Allons-y. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a créé ce collège des garants? C'est clair, à partir du moment où on ne pouvait plus faire organiser ce débat par la CNDP, il fallait que les garanties de la CNDP soient autrement formulées. Donc on a créé un collège dont la mission est d'assurer l'impartialité, la transparence de ce débat, qui sont d'ailleurs les principes que la CNDP impose pour les débats publics
qu'elle conduit. Et d'ailleurs, elle a recommandé dans sa décision finale, en constatant que sa mission de préconisation était terminée, qu'on respecte ces principes-là. Donc on crée un collège de garants à qui on demande de faire ça. Garantir l'impartialité et la transparence, dans quoi? Dans l'organisation et dans le déroulement. Autrement dit, il y a un rôle de veille sur la manière dont les choses sont conçues, dont les citoyens sont consultés, et la manière dont cette consultation se déroule. Un rôle double. Et c'est d'ailleurs ce rôle que nous exerçons. Nous avons donné des avis, pas sur tout, puisque nous sommes entrés dans ce grand débat, alors qu'un certain nombre de choses étaient déjà décidées. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas très content, si on a bien entendu. Alors, ça, c'est sur la conception, sur le déroulement. On a dit que l'intervention du pouvoir exécutif dans ce grand débat posait un problème par rapport au principe qui s'était lui-même donné, d'impartialité et de neutralité. C'est la contradiction que quelqu'un disait tout à l'heure. C'est exactement ça. Donc on a dit, si on se pose des questions d'impartialité, de neutralité, ça veut dire que les pouvoirs publics n'interviennent pas dans ce débat. C'est peu dire qu'ils interviennent. On a été obligé de signaler la difficulté. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Alors, tout ça pour vous dire, c'est que non seulement on a un rôle sur la conception, on a un rôle sur le déroulement. Et sur le déroulement, on est en train de regarder maintenant comment se sont passées ces réunions d'initiatives locales, comment se déroulent les conférences citoyennes régionales, pour regarder si ces principes, dans ce cadre-là, précis, si ces principes d'impartialité, de neutralité, de transparence sont respectés. Et on dit ce qu'on a à dire sur ce sujet. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut exercer ce pouvoir? Le décret qui nous institue le dit. D'abord, on a un pouvoir de recommandation. Autrement dit, lorsque, comme on l'a déjà fait, on constate qu'un certain nombre de principes dans la charte, ou les principes qui gouvernent l'organisation de ce débat ne sont pas respectés, on dit qu'ils le sont, ou qu'ils ne le sont pas. Et d'autre part, un rapport public qu'on devra faire en fin de mission. Et nous dirons dans ce rapport public comment nous avons exercé notre mission, est-ce que nous pensons du respect des principes d'impartialité, de neutralité, de transparence dans la conduite de ce grand débat. Voilà. Et donc pour l'instant, les réponses provisoires qui ont été données à vos questions provisoires, vous les avez trouvées satisfaisantes? Elles vont dans le bon sens? Ça s'améliore? Je ne crois pas qu'on soit en mesure d'imposer au président de la République ou au gouvernement faire quoi que ce soit. Si on avait ce pouvoir-là, ça se saurait. Enfin, mais alors vous garantissez que moyennement... pas une autorité constitutionnelle qui puisse adresser des injonctions au président de la République, au gouvernement, etc. On a un pouvoir de recommandation qui peuvent être publiques. Donc on exerce ce qu'on a à faire par ce pouvoir de recommandation publique. Mais cher Guy Canivet, est-ce que vous n'êtes pas trouvé dans une situation difficile du fait qu'il y a une contradiction, pour ne pas dire une opposition, entre le désir du président de la République, le désir des médias, et finalement le désir d'une certaine partie des citoyens qui, eux, trouvaient ça très bien que le président de la République intervienne, qu'on fasse des émissions de télé là-dessus, et que c'était vivant et intéressant. Et puis vous, parce que vous êtes tenu par vos principes, vous êtes là, vous dites on recommande que ça s'arrête. Oui, mais quand tout le monde a envie que ça continue, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, on a dit les choses de manière un peu plus nuancée. On a d'abord dit qu'il y avait à regarder ces principes de neutralité et d'impartialité dans le contexte en question. Autrement dit, on est dans un contexte politique particulier. Et l'un d'entre nous l'a dit, qui pouvait justifier que le président de la République lance ce débat, par exemple en s'adressant aux maires et en remobilisant ces éléments de la démocratie de base, etc., en s'adressant à certaines parties de la population. Ce que l'on a dit, c'est que la répétition de ces exercices pouvait poser problème. En gros, c'est ça. Mais je le répète, on n'a pas un pouvoir d'injonction. Il n'est pas dit dans le décret qui nous institue, alors pour le coup, il serait peut-être contraire à la Constitution, qu'on pouvait interdire au président de la République, au gouvernement, de faire ceci ou cela. On recommande, c'est tout. Enfin, c'est un pouvoir. Et vous pourrez dire à la fin si ça vous a donné satisfaction ou pas, dans votre rapport final. Eh ben, on le dira dans notre rapport, en quoi ça nous a donné satisfaction ou pas, mais surtout en quoi ça a pesé sur les résultats du grand débat. Est-ce que le fait qu'il y ait des interventions de l'exécutif dans le grand débat a faussé finalement la consultation? C'est un peu ça, enfin. Donc on dira ça, on appréciera ça dans le rapport. Exactement, les ministres ont dit tout et son contraire, donc. Infumable. Non, mais je veux dire, quand un ministre dit qu'il faut créer des impôts sur revenu pour tout le monde, donc qu'il faut créer une tranche supérieure, le troisième qu'il ne faut surtout pas le faire, c'est difficile de percevoir une influence ministérielle quand ils expriment des propos totalement contradictoires.
Et que les ministres se contredisent, ça arrive même en dehors du grand débat. Ce qu'a dit M. le Premier ministre tout à l'heure est quand même assez fort. Ce grand débat, il n'est pas hors sol. On n'a pas isolé, mis dans un bocal de questions qui sont soumises au débat public. La démocratie continue. Donc, on a dit à point de presse, c'est que pendant le grand débat, le président de la République préside, le gouvernement gouverne, le Parlement légifère, les manifestants manifestent, etc., etc. Donc on est dans un contexte politique qui suppose des réponses de la part du pouvoir exécutif. Donc on ne peut pas isoler. Quand on a un débat public qui porte sur la construction d'un pont futur, on peut isoler tout ça. Donc on peut discuter sans implication du pouvoir exécutif. Quand il s'agit, je prends la transition écologique, toute question fiscale de ce débat, le gouvernement est bien obligé de voter le budget, etc., de préparer le budget. On est dans une démocratie active. Voilà. Vouloir examiner la démocratie pendant qu'elle fonctionne, c'est compliqué quand même. J'ai dit à la presse, c'est un travaux, c'est un chantier en site occupé. On ne peut pas considérer que c'est isolé complètement. Donc je pense qu'il faut apprécier ces principes-là dans ce contexte et dire dans ce contexte en quoi elles ont éventuellement orienté, pesé, etc. Alors, essayons, si vous voulez bien, essayons de parler des réponses maintenant. Quelle réponse le grand débat peut-il apporter à la crise politique, crise de la démocratie représentative? Qu'est-ce qu'il faut en espérer? Et Bernard Cazeneuve, vous aviez l'air, même plus que l'air, tout à l'heure, de formuler au fond un reproche préalable qui était que s'il y a eu besoin de ce grand débat, c'est parce que il y a un certain nombre de mécanismes dans notre système politique qui sont devenus défaillants. Est-ce que vous voyez, vous, dans ce qui s'est mis en place dans le grand débat, des possibilités d'espérer que ça s'améliore, ou au contraire, est-ce que le déroulement du grand débat vous donne encore plus à penser que ces défaillances existent dans notre système représentatif? D'abord, moi, je n'ai formulé aucun reproche. Je l'avais entendu comme ça. Non, c'est pas du tout un reproche. J'ai fait le constat que Olivier a fait aussi, que certains d'entre vous, j'en suis convaincu, pouvaient faire, qui est qu'il y a eu un processus de dérédiction du système partisan français au cours des dernières années, que cette dérédiction a conduit à l'émergence d'une situation politique nouvelle au lendemain des élections présidentielles de 2017, que l'émergence de cette situation politique nouvelle ne s'est pas traduite encore, mais c'est normal, parce qu'on est dans un processus de décomposition, par une recomposition politique des forces en présence liée à une stabilisation du contexte institutionnel. Et j'ai fait le constat aussi, comme Olivier, que le fait que nous soyons dans cette situation avait conduit à l'émergence de cette forme particulière, singulière et originale de sortie de crise, qui est le débat public, pour essayer de créer les conditions d'un lien renouvelé entre le pouvoir exécutif, le président de la République et les citoyens. Et il y a dans tout cela rien d'anormal. D'ailleurs, il faut-il y avoir un autre chemin au moment où le problème s'est posé. Mais là, peut-être qu'il y aura une divergence avec Olivier et certains d'entre vous, c'est que moi, je ne pense pas, et je ne le souhaite pas pour des raisons de conviction politique, qu'au terme de l'exercice du grand débat, la revitalisation s'arrête à une forme de dialogue permanent entre le seul président de la République et le peuple français sur les modalités du grand débat lui-même, et que si nous devions considérer que la revitalisation, c'est cela, dans une forme de résurgence du lien sacré entre le président de la République et le peuple tel que le général de Gaulle l'avait conçu, alors nous serions très vite confrontés à un problème politique majeur de respiration démocratique, de déséquilibre institutionnel. Donc, ce que je souhaite, et le vœu que je formule, c'est que ce qui se voit de ce grand débat, c'est-à-dire la performance présidentielle qu'il ne faut pas minorer dans son impact, n'occulte pas tout ce que vous avez organisé et qui ne se réduit pas à cette performance, et que par ailleurs, ce qui se passe et qui ne se voit pas apparaissent à la fin comme le creuset intéressant d'une recomposition institutionnelle, partisane, politique, qui permettent d'avoir des formes de respiration démocratique qui s'articulent non pas à des choses qu'on connaît, parce qu'il faudrait, après que la décomposition se soit terminée, revenir en arrière, mais à des choses souhaitables. C'est-à-dire le fait que dans une démocratie, il y ait des gens qui ne fassent pas la même chose, qui
s'organisent dans des organisations différentes, qui dialoguent entre elles au Parlement et en vue de l'accession au pouvoir dans le cadre d'un débat démocratique normal, n'est pas fondamentalement malsain et n'est pas non plus totalement ringard, que le fait qu'il y ait des organisations syndicales qui acceptent des réformes, qui acceptent dès lors que la réforme est pour eux une modalité de transformation sociale, un dialogue exigeant avec ceux qui sont en charge de l'exécutif n'est pas absurde, que par la disposition des choses, pour reprendre l'expression de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir, c'est-à-dire qu'on organise une forme de relation entre les pouvoirs institués qui soit faite d'équilibre, de pondération et de sagesse n'est pas absurde si on est attaché à un bon fonctionnement démocratique des institutions, que cela aboutisse à une déconcentration du pouvoir autour du seul président de la République pour redonner de la respiration démocratique et permettre à d'autres instances de s'exprimer et de faire en sorte précisément par la disposition des choses de pouvoir être pouvoir. C'est ce à quoi j'aspire. Pas pour des raisons de conviction républicaine. Est-ce que ce sera possible au terme du grand débat? Je ne le sais pas. Mais je pense que par-delà ce qui peut séparer ceux qui ne pensent pas la même chose, il serait hautement souhaitable qu'un consensus se fasse sur le point d'aboutir à ce résultat. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la République et de la démocratie à terme. Denis Barange. Sous la Troisième République, le philosophe Alain, qui était l'intéressant du radicalisme, voyait dans les parlementaires les représentants du peuple auprès du pouvoir, qui exprimaient la méfiance populaire légitime vis-à-vis d'un exécutif qui en aurait été trop éloigné. Cette fonction-là, je ne sais pas s'il a existé ailleurs dans la pensée de ce philosophe, mais elle existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'un député est plutôt le représentant de l'exécutif dans les foires des marchés où il va quand il va dans sa circonscription, quand il y va. Ce rôle-là d'interface, il est plus tellement présent. Je pense que l'aspect très positif du grand débat national, c'est que ça permet aux Français de se parler entre eux. Tous le disent. Ça nous permet de nous parler, de nous retrouver. Je ne connaissais pas mon voisin, je ne connaissais pas la personne du village à côté. Ça permet aux Français horizontalement de se parler entre eux et ça leur permet de parler au pouvoir parce qu'ils ont l'impression que c'est dirigé vers ceux qui exercent le pouvoir. Ça, c'est l'aspect hautement positif de cette culture. L'aspect, je dirais pas négatif, mais structurellement présent, c'est que c'est extrêmement difficile de contrôler les gens qui participent au grand débat national. C'est plutôt moins efficace qu'un sondage bien construit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, vient qui veut. Et le Parisien avait fait il y a quelques temps un bilan de qui est-ce qui était présent à ces grands débats locaux. C'était beaucoup de retraités, des gens plutôt des CSP supérieurs, plutôt des gens qui votaient LREM, très peu de gilets jaunes. Bon, j'ai parlé avec un sénateur qui m'a dit que parfois il y avait des jeunes qui venaient en masse, enfin, j'ai l'impression que c'est pas la norme. C'est pas la représentativité des participants au grand débat national n'est pas certaine et ça pose un problème, disent les spécialistes, j'en suis pas un, sur la restitution ultérieure de ces débats. Et j'ai le privilège et la satisfaction d'aller dans le même sens que M. le Premier ministre, c'est-à-dire qu'au fond, le grand débat a toutes les qualités sauf d'être un contre-pouvoir. Et il n'en sera jamais. Le danger serait plutôt qu'il soit le contraire, c'est-à-dire qu'il crée une impression d'unanimité ou d'unanimisme qui serait préoccupante. Je suis rendu un petit peu perplexe par le fait que je crois dans la lettre du président de la République et ensuite dans les lignes rouges qui ont été posées par l'exécutif, il y avait des éléments du projet de réforme constitutionnelle, vous savez, celui qui a été un petit peu mis en touche-pause. Il y en a un certain nombre. Or, on peut dire ce qu'on veut de ce projet de réforme constitutionnelle, je ne vois pas comment il renforcerait le Parlement. J'ai essayé de comprendre bien des fois comment la diminution du nombre de parlementaires augmenterait le pouvoir du Parlement. Je n'ai pas encore été capable de comprendre. J'ai essayé de comprendre comment la limitation du droit d'amendement renforcerait le Parlement. Je ne le comprends toujours pas. Donc ça m'inquiète. Oui. Alors, ça, c'est une question pour Olivier Duhamel. Comment peut-on faire pour se garantir que finalement ce grand débat ne devienne pas un instrument de plus au service du pouvoir ultra-présidentiel dans notre pays? C'est l'objectif. Mais la question des restitutions est immédiate. Après, il y a une question plus profonde, qui est comment est-ce qu'on peut tirer de tout cela. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée qu'il faut marteler l'idée que les participants au grand débat ne sont en rien représentatifs des Français et ne sont pas le peuple français. Pas plus, enfin un peu plus, mais pas du tout comme le sont encore moins les Gilets jaunes.
Et puis, il faut arrêter de dire le peuple français, c'est pas 2 millions de personnes, ou c'est pas 200 000 gilets jaunes. Ça, c'est tout à fait indispensable de le répéter. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut trouver des outils institutionnels qui, alors, version prolongation du grand débat, tiennent compte de ce que vient de dire Denis Barranger, l'aspect le plus positif, c'est que dans le grand débat, les gens se sont parlés entre eux et ont le sentiment de parler au pouvoir. Entre parenthèses, on dit exactement la même chose de la ferveur chez les Gilets jaunes au début. Hein. C'est qu'elle était parce qu'ils pouvaient se parler entre eux et parler au pouvoir. Donc, c'est une manière de poser la question de est-ce qu'on peut trouver des outils qui retissent un début de lien entre gouvernants et gouvernés, puisque un des aspects les plus graves de la crise du politique et de la démocratie, c'est la rupture de ce lien, on peut le dire comme ça. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai dit en début de débat sur institutionnaliser un grand débat annuel, c'est tout à fait partiel et marginal. Et même, il y a le risque, si on le fait que pour le président, ça accentue le présidentialisme. Donc, ce serait à ce moment-là pas forcément satisfaisant. Mais on peut essayer de penser à d'autres mécanismes. Il y a un problème de représentativité. Il faut poser probablement la question des éléments proportionnels de manière un peu plus soutenue et sérieuse qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. À tout le moins d'avoir une proportionnelle correctrice, à tout le moins, alors qu'on n'était pas parti vers ça. Bon, le RIC, moi, je n'ai pas arrêté d'écrire, de crier, de dénoncer tous les risques et les dangers du RIC. Mais si on écarte le RIC, il faut inventer, enfin, ça peut être intéressant d'essayer d'inventer autre chose. À la demande de Nicolas Bolfessi, dans la semaine juridique, j'ai proposé le RIC, la LIC, la loi d'initiative citoyenne. On pourrait imaginer, toujours dans l'idée qu'on peut parler au pouvoir, que sur un site internet ouvert, connu, facile, les citoyens puissent exiger, partager l'initiative de la loi avec les parlementaires d'un côté et le Premier ministre de l'autre, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'au-delà d'un seuil de, je sais pas, 2 millions, 3 millions, on réfléchit, on étudie, on fait l'impact, etc. Il y a obligation de la part du Parlement d'étudier l'initiative citoyenne en question, exactement comme il est obligé d'étudier un projet de loi. Il n'est pas obligé de le voter, il est obligé d'étudier. Si vous faites ça, vous créez une connexion entre des éléments de démocratie participative avec la démocratie représentative, laquelle a le dernier mot. Et même laquelle a le dernier mot, donc là, par rapport à la situation actuelle, de façon plus libre vis-à-vis du président de la République et du gouvernement. Parce que autant il est difficile de s'opposer à un projet de loi, autant il pourra opposer au pouvoir exécutif une loi d'initiative citoyenne qui lui convienne et qui l'aura remaniée. On peut imaginer, et tout ça je ne dis pas que c'est bien qu'il faut faire, je dis que ce sont des questions qu'il faut étudier. On peut imaginer de transformer le CESE, la seule chose que je connais du CESE, enfin j'exagère, mais à peine, en 45 ans de droit constitutionnel, c'est des gens qui sont venus voir pour savoir si je pouvais les pistonner pour qu'ils aient un truc au CESE. J'exagère à peine. Les Français ne connaissent pas l'existence du CESE à part ceux qui ont un intérêt direct. Est-ce qu'on peut transformer le CESE en une forme d'assemblée citoyenne ou d'addition d'assemblée citoyenne spécialisée donnant obligatoirement un avis avec le poids que ça aurait parce qu'on y associait des citoyens tirés au sort? Je ne dis pas c'est ça, il faut le faire tout de suite. Je dis il faudrait que du grand débat émerge on pose aussi ces questions-là, et pas seulement la question de la révision constitutionnelle telle qu'elle est, à savoir les évidences faites depuis longtemps d'arrêter avec les anciens présidents du Conseil constitutionnel, des mesures d'intérêt très limité, sauf que c'est démagogique au dernier degré, comme la réduction du nombre de parlementaires, et que sais-je encore. Denis Barranger, vous voulez prolonger cette réflexion? Vous avez d'autres pistes qui vous sembleraient intéressantes d'extraire de ce grand débat? Pas de son contenu, je veux dire, de la... Non, pour améliorer le fonctionnement de la démocratie représentative. Il me semble que institutionnaliser le grand débat pourrait être une bonne idée. Encore une fois, s'il n'y a pas un échec politique ou une impasse politique. Mais je pense aussi, et je crois qu'Olivier Duhamel et d'autres l'ont dit, qu'il faut aller vers des manières de permettre à l'opinion de s'exprimer avec certains résultats tangibles. Moi, je suis assez favorable
aux assemblées temporaires tirées au sort, comme ça se pratique au Québec, dans certaines démocraties scandinaves. Ça marche assez bien. C'est pas un gadget, c'est défendu par des spécialistes de sciences politiques très sérieux, avec des résultats qui sont intéressants parce qu'on forme les gens, on leur permet de discuter, ça les améliore en tant que citoyens, ils sont un échantillon d'une discussion intéressante. Je pense aussi qu'on pourrait aller, je parle vraiment des délégués Ferunda de manière assez floue, mais dans le sens, non pas de votation, mais de sorte de sondage institutionnalisé préférentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez? Quelle réforme vous préférez? Quelle priorité vous donnez à telle ou telle réforme par rapport à une autre? C'est difficile à faire, parce qu'on peut tomber dans un pseudo, dans un quasi-référendum, et là, il y a des problèmes constitutionnels sérieux. Mais je pense que, si vous voulez, dans la réflexion contemporaine sur la démocratie participative, il y a l'idée que des citoyens éduqués sont des gens qui ne votent pas en masse. On n'est plus dans la démocratie de lever en masse, si je puis dire. On a des citoyens qui expriment des préférences par rapport à des choix de politique publique relativement nuancés et subtils. Il faut aller dans cette direction-là. Ça peut être la fonction de la Commission nationale du débat public, ça peut être aussi la fonction du CESE. J'avais pensé une époque à fusionner les deux, mais quand on dit qu'on fusionne une institution, on se fait deux ennemis qui sont les deux institutions en question. Mais en tout cas, je pense que ça, il faut aller vers ça. Pourquoi? Pour une raison assez simple. C'est qu'en réalité, Internet le fait déjà. Il faut comparer de 1,4 million de participation au site numérique du Grand Débat National avec les 1,6 contre la loi de travail il y a 2 ans et les plus de 2 millions de la pétition Change.org sur le changement climatique. Donc ça, de toute façon, la société civile est en train de le faire. Les contre-pouvoirs, on n'en a pas beaucoup actuellement, mais ils sont plus du côté de la société civile, de certains syndicats, etc., que des partis qui sont actifs et des institutions représentatives qui sont en crise. Si nous ne faisons pas, c'est pas que je suis un fanat de la démocratie participative, je n'y crois qu'à moitié. Je pense que la démocratie, il y a le fatalité, c'est le pouvoir qui s'exerce. Si on dit que c'est la démocratie participative qui décide, on rendra nos puissants irresponsables. C'est-à-dire qu'on ne permettra plus de dire que le président, que le Premier ministre, que le gouvernement sont responsables. C'est facteur d'irresponsabilité. Cela étant dit, on va vers de la participation, et ce qui pourrait arriver dangereusement, c'est que la société civile dépasse les institutions, ne veuille même plus entendre parler des institutions parce qu'elle les estime incompétentes et inefficaces. Très bien. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour donner la parole à la salle, si certains d'entre vous veulent poser des questions. On a promis qu'on arrêterait à 20h, donc nous avons quelques minutes. Si on peut passer à monsieur au deuxième rang. Merci beaucoup, Bertrand Mathieu. La question, je crois, extrêmement importante qui a été soulevée dans ces échanges, c'est en effet la rupture du lien. Et avec la rupture du lien, on arrive non pas aux solutions, mais on arrive essentiellement à identifier la cause. Et de ce point de vue, ce qui me semble très, très révélateur, c'est que la revendication qui s'est manifestée porte sur le référendum d'initiative citoyenne. Alors j'ai en effet moi-même toutes les réserves sur ce type de référendum, mais je crois qu'on ne peut pas ignorer la cristallisation des revendications sur ce thème. Et pourquoi il y a une cristallisation sur ce thème? C'est une question qu'on doit se poser. Peut-être parce qu'en fait, il y a aujourd'hui une déconnexion très large entre le vote et la décision politique. Pour toute une série de raisons qui tient aussi probablement au fait que les responsables politiques ont assez largement perdu une partie du pouvoir. Le pouvoir s'est déplacé aussi dans d'autres institutions que les institutions politiques. Et je crois qu'il y a là véritablement une manifestation de l'impuissance. Est-ce que la démocratie participative peut être une solution? Le problème, c'est que je crains que non, pour 2 raisons qu'on a soulevées là aussi. C'est d'une part un problème de représentativité. La démocratie participative pose toujours le problème de qui est qui. Et je dirais en passant que si l'on retient en effet l'intervention des citoyens éduqués, on aura toujours le problème de savoir ce que deviennent les citoyens non éduqués, ou tout au moins non éduqués selon nos critères. Et là encore, on laissera sur le bord de la route toute une population qui risque encore une fois de se révolter. Je crois que le référendum, non pas le référendum d'initiative populaire, mais le référendum lui-même a une vertu, et c'est ce qui explique probablement cette revendication, c'est qu'il y a un lien absolument immédiat
entre le vote et la décision qui est prise. Et ce que je crains, c'est que, et je t'en termine par là, c'est que si l'on élabore des mécanismes qui conduisent finalement à médiatiser considérablement l'expression populaire et la décision qui sera in fine prise, on n'arrive pas à résoudre ce problème de la rupture du lien. Pardonnez-moi d'avoir été un peu. Quelqu'un d'entre vous veut répondre? Non, juste pour relativiser la cristallisation sur le RIC. La cristallisation sur le RIC, elle s'est faite par les résidus de gilets jaunes. Je veux dire ceux qui est résidus, pas au sens péjoratif, encore que, quand ils étaient plus que 40 000 ou 50 000 et non pas les 300 ou 400 000 du départ, et qui cherchaient désespérément une revendication unificatrice alors qu'ils étaient divisés sur beaucoup de trucs, et tout d'un coup ils sont sortis le RIC, ils se sont mis à crier de façon hystérique, mais c'est pas une revendication massive du peuple français dans un sondage fait par Odoxa auprès de l'ensemble des Français. Sur 20 propositions, ça arrive genre pas avant 10e ou 12e, et avec 13% de gens sur 3 réponses possibles, alors qu'arrivent massivement devant non seulement les revendications de pouvoir d'achat, indexation des retraites, etc., mais aussi le vote blanc, vote obligatoire, même dans les revendications institutionnelles. Donc, il y a l'effet de déformation par le cri des gilets jaunes et les médias qui ont beaucoup relié les critiques. Une question au premier rang. Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine. Tout l'enjeu de la démocratie représentative qui est réclamé par une partie de l'opinion publique. On dit toujours que les Français ne s'intéressent pas à la politique, mais 85% d'entre eux votent à l'élection présidentielle, c'est quand même un peu très politique. Comment faire en adéquation avec la démocratie représentative? C'est bien sûr le vrai sujet, me semble-t-il, en gardant à la fin de la main à la démocratie représentative, parce qu'une personne égale une voix. Que vous soyez une vieille dame sans moyens, sans capacité d'expression, ou quelqu'un qui parle tout le temps surtout, vous pesez devant la démocratie une voix. Et il faut faire très attention à ça, me semble-t-il. Le sujet que je voulais évoquer, c'est le sujet de cette France oubliée qui ne participe pas à la vie démocratique. Il y a des premières études qui sortent, et je voulais savoir, notamment chez les Garants, si vous pouvez nous en dire un mot aujourd'hui, qu'il y a toute une partie de la France qui n'a pas participé à ce débat public, qu'on ne voit pas. Et nous, on avait organisé les primaires de la droite, les primaires de la gauche également, on avait eu ce constat-là également. Il y avait une très forte participation. Et pour autant, elle était très orientée géographiquement, toujours, il y avait des gens intégrés, souvent urbains, souvent avec un niveau d'études supérieur à la moyenne. Est-ce que vous constatez déjà, dans la première restitution, vous avez dit ça dans la presse, un grand décalage et qu'une partie du territoire ne participe pas au débat public, même à ce grand débat? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on va donner que des impressions. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la manière dont on a voulu que cette conférence citoyenne soit constituée visait bien ce principe d'inclusion de populations qui ne participent généralement pas à la vie politique, puisqu'en choisissant des citoyens tirés au sort sur des listes aléatoires de numéros de téléphone, on s'affranchissait des listes électorales, et par conséquent, on allait trouver des populations qui n'étaient pas nécessairement inscrites sur l'électoral pour diverses raisons, et on incluait d'autre part des étrangers en situation régulière. Donc, c'est bien ce qu'on a voulu faire. Pour le reste, en pratique, on voit des gens qui viennent là, qui nous disent d'ailleurs, pour la première fois, discuter avec d'autres. Par conséquent, on ne peut pas vous dire si ces gens ont voté, pas voté, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a une prise en considération de gens qui, en général, ne participent pas à la vie démocratique. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est l'élément de dialogue, de débat entre des gens qui peuvent être destinés à s'opposer, un chef d'entreprise et un agent de l'administration. Le slogan qui consiste à dire qu'il faut diminuer les gens de l'administration s'adresse à quelqu'un et on ne peut pas l'énoncer de la même manière. Donc on va trouver une manière de se concilier en disant qu'il faut répartir les agents de l'administration autrement. Donc, il y a toute une prise en considération de l'autre, et je veux dire un respect de l'autre. C'est différent du débat politique, c'est une conversation, un dialogue entre des gens qui n'ont pas l'habitude, on l'a déjà dit, de discuter, non pas parce qu'ils ne se connaissent pas, mais parce que c'est des populations qui ne sont pas appelées à discuter entre eux.
Voilà, je pense, le résultat que l'on a abouti, plutôt que des questions de représentativité, puisque si on essaie d'équilibrer entre diverses catégories les compositions des conférences citoyennes, on ne peut pas dire que ces conférences soient représentatives de la population. C'est pas possible. Donc voilà, je crois que c'est davantage la question du dialogue et du débat que ça instaure entre les gens qui n'ont pas l'habitude de leur fonctionner, ça peut être intéressant. D'autres questions? Olivier Lamotte, avocat. La question que je voulais vous poser, c'est en ce qui concerne les suites de ce débat, est-ce qu'on ne va pas vers une déception annoncée? Parce que, monsieur le Premier ministre, je trouve que vous avez très bien formulé les choses en disant que ce débat fournira des sujets, des thèmes, et sur la base de ces thèmes, le président de la République prendra des décisions. Je crois qu'il parle d'être autrement dans un débat où c'est un peu la campagne des sans fleurs. Si on prend la fiscalité, il y a 150 propositions contradictoires, très difficiles. Donc finalement, il y aura sûrement un débat de fiscalité et le président de la République fera son choix, enfin, prendra une décision politique. Mais est-ce que les gens se reconnaîtront dans une décision prise dans ces conditions-là? C'est un peu la question que je voulais vous poser. Olivier Duhamel. Alors bien que les prévisions soient toujours difficiles, je peux vous dire qu'on va beaucoup parler de déception et qu'il n'y aura pas tant de déception que ça. On va beaucoup vous parler de déception parce que toutes les forces politiques hostiles vont dire que c'est extraordinairement décevant, parce qu'on va faire des sondages qui vont montrer que c'est décevant, etc., etc. Et pourquoi il se sera relativisé? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 tiers des Français qui pensent que le grand débat, c'est très bien, mais ce que va en faire le pouvoir, c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'ils sont prédéçus. Ils n'attendent pas grand-chose du pouvoir. Et donc, non mais c'est pas que de la blague. Non, mais c'est tout à fait sérieux. Et donc, évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous regardez, c'est ça, c'est les 2 tiers qui disent que de toute façon, bon. Et donc, quand ça va arriver, on va leur demander est-ce que vous êtes déçus? Les 2 tiers vont dire oui, puisque déjà aujourd'hui ils sont déçus alors que... Et donc, tout va mouiller dans les médias, grande déception. Mais si vous relativisez tout ça, par, et c'est la dernière fois, les 2 points, de toute façon, ils n'en attendaient pas grand-chose. Et deuxièmement, quoique déçus de résultats, ils sont pour autant pas déçus du grand débat. Parce qu'on a eu raison d'insister sur le fait que c'était pas représentatif. Une fois qu'on a dit ça, il faut mettre un énorme bémol dans la foulée de ce que nous a dit Guy Canivet il y a un instant. Personnes, d'une façon ou d'une autre, se sont mis à parler politique, alors que dans les temps ordinaires, hors période électorale, ne parle politique que le microcosme politico-médiatique. Et que tout d'un coup, cette irruption d'une nouvelle parole et d'un nouvel échange sur ce qu'on attend du monde dans lequel on vit, de la France, de ce qui va être, etc., est en soi une chose extraordinairement positive et qui restera positive quoi qu'en fasse le pouvoir. Je pense d'abord que le risque déceptif, pour parler comme le Premier ministre Édouard Philippe, il est déjà intégré dans le cours de l'action, comme disent les financiers. C'est déjà là. Tout le monde s'attend à être déçu. Vous l'avez dit, donc on sera probablement pas si déçu que ça. Deuxièmement, puisqu'on en est à regarder dans la boule de cristal, moi j'aurais tendance à dire, avec le risque évidemment de regarder dans la boule de cristal, que ce que va faire le couple Gilets jaunes dans le débat national, c'est de changer les problématiques partisanes, parce que ce qu'il a déjà fait, c'est de ringardiser, si je veux dire, le système des partis existants, y compris, parce que c'est assez intéressant, les partis anti-système. C'est un grand effet de Gilets jaunes plus du grand débat national, c'est que la France insoumise et le Rassemblement national ont été ringardisés. Ils ne sont plus anti-système, ils sont système. Et je pense que ça va changer la plateforme de la discussion. Ça va être le pouvoir d'achat, ça va plus être l'Europe, ça va être la fiscalité, ça va plus être je ne sais pas quoi, ça va être maintenant la sécurité intérieure du fait des problèmes d'ordre public qu'on a de facto.
je pense qu'on va avoir, les spécialistes de sciences politiques, un nouveau système des partis. On va avoir un nouveau système des partis parce que les nouveaux partis et les nouveaux courants d'opinion devront se positionner par rapport à ce choix qui a été fait par le grand débat national et par les Gilets jaunes. Non, pas souci, je partage ce qui vient d'être dit, mais pas souci de complémentarité. Il y a un problème qui doit être réglé aussi dans les semaines et les mois qui viennent, qui est celui de l'extrême violence qui s'est emparée de la société française. Une violence de plus en plus grande, que l'on a vu se déployer avant même son quinquennat dans les zones à défendre, dans les manifestations avec les ouvriers de travail, qui a pris des proportions incroyables et qui donne le sentiment que plus rien dans la société où la question se pose de la relation entre les élites et ceux qui gouvernent, la nécessité de créer ce lien, ne nuit les citoyens ni les uns aux autres dans une relation d'altérité qui interdirait cette violence. Donc il faut non seulement que le débat soit l'occasion d'une refondation institutionnelle, d'un rétablissement de la confiance politique, mais il faut aussi, parce que la confiance politique ne suffira pas à juguler la violence, que nous retrouvions un corpus de valeurs qui, par-delà ce qui nous différencie, nous rassemble suffisamment pour que nous retrouvions une manière de vivre ensemble qui réduit progressivement le champ d'accès à la violence depuis si longtemps. Et si nous ne parvenons pas à faire ça, alors, et si nous continuons à avoir des espaces de violence qui créent des tensions dans la société française, qui rendent extraordinairement difficile le fonctionnement régulier des institutions, nous serons face à un poisonnement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important, au moment où on sortira le grand débat, qu'on ne soit pas déçus, qu'on ait bien à l'esprit le fait que nous sommes dans un moment historique particulier où tout peut basculer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement soutenir sans aucune réserve ceux qui exercent la responsabilité du pouvoir, mais ça veut dire que quand on n'a plus de parole publique, quoi qu'on pense de la manière dont tel ou tel se positionne dans ses choix politiques, notamment ceux qui gouvernent, on doit avoir pour éthique républicaine de ne rien dire et de ne rien faire qui puisse catalyser un processus de basculement de la République dans une facturation dont elle ne se remettrait pas. Et ça, c'est une affaire qui ne relève pas du grand débat, mais de la responsabilité politique, éthique, individuelle qui incombe à chacun qui dans la République Guy Camille, vous vouliez dire un mot, et ensuite on aura le temps pour une dernière question. Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, il y a un contraste quand même qui est apparu ce week-end, surtout pour tous ceux qui participaient en observateur à cette conférence citoyenne régionale, c'est un contraste entre la sérénité de ces débats à l'intérieur, où les gens se parlaient sans s'agresser, de manière très positive, en se respectant les uns les autres, et ceux qui dans la rue commettaient des violences. Et le contraste a été à Paris localisé, puisque à l'intérieur du groupe panneau, ces gens discutaient, alors qu'à l'extérieur, on cassait tout. Donc on voit bien qu'il y a quand même des forces de résistance à la violence. Et que si on met les citoyens en position de discuter les uns avec les autres, ça me paraît quand même une manière de lutter contre l'expression violente des opinions. Une question? Oui. Alors, troisièmement. Ce qui me frappe le plus, vous avez dit que le grand débat n'était pas un exercice hors sol, mais je suis frappé tout de même de voir que c'est un exercice un peu hors droit. Nous sommes au club des juristes. Le droit, on l'a évoqué à l'entrée dans le grand débat. Finalement, cette lettre du président de la République, ce décret, on l'a rattaché au pouvoir d'arbitrage du président de la République. C'est une construction qui vaut ce qu'elle vaut, je trouve un peu empirique, et finalement organisée par décret, une procédure assez complexe, dans laquelle interviennent des garants, avec un pouvoir de recommandation. Ça ressemble un peu à une autorité administrative indépendante. La question du fondement juridique n'a pas été posée. Le grand débat se développe un peu en marge des institutions, de façon complémentaire et utile et certainement nécessaire compte tenu de la conjoncture, mais le droit, on va le retrouver à la sortie, comme le disait Olivier Duhamel. Il va falloir concrétiser ça. On va retrouver la distribution des compétences, sous réserve d'un référendum qui interviendrait, mais sur quel objet, dans le cadre constitutionnel actuel, entre le Parlement, donc l'initiative gouvernementale essentiellement, et puis la compétence réglementaire.
Donc je pense que là, évidemment, les propositions, si elles ont une substance, seront du domaine législatif. Donc je pense qu'au moment de la traduction en projet de loi, il va y avoir un certain nombre de questions très juridiques et très constitutionnelles qui vont se poser, notamment si on introduit ce référendum sur lequel on peut avoir, je dirais, une séduction qui n'est pas de moment, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes dans le texte constitutionnel. Donc ce qui me frappe le plus, c'est que finalement, cet exercice dont tout le monde doit souhaiter la réussite s'est développé un peu en dehors du droit, hors droit, en marge du droit. Je ne dis pas en contradiction avec le droit, mais les questions de conformité au droit que Camille Royal a évoquées n'ont pas été posées. Peut-être tant mieux. Justement, Camille Royal, il existe quand même un fondement juridique. Les deux décrets qui vous instituent, qui vous nomment, le décret qui institue et qui met en place la mission interministérielle, le communiqué de presse lui-même, il est regardé quand même comme il serait regardé comme un. Enfin, c'est un acte juridique. Donc, même s'il est rudimentaire et maigrené, ou aussi la lettre de mission, la demande de mission de la Commission nationale du débat public, et son intervention aussi, mise bout à bout, toutes ces pièces constituent quand même l'échafaudage juridique. Et c'est aussi la souplesse de l'organisation, je crois, que de permettre ce type de structure. Moi, j'ai l'impression que c'est pas hors du droit. Je crois qu'on avait donné la réponse en commençant. Il y a quand même les instruments nécessaires pour que ce débat ne se déroule pas hors la loi. Maintenant, en effet, il reste à y trouver une conclusion satisfaisante. Ça donnera peut-être lieu à d'autres débats, y compris peut-être ici, pourquoi pas. Merci beaucoup, merci à tous.